Pour régler le décalage. Qui fonctionne 1, 2, 1, 1. Et là, une petite seconde avant la lumière, et encore une petite seconde avant que le son s'engage. Là.
Voilà, bonjour tout le monde, rebonjour. Voilà, le débat va commencer. Merci de faire silence. Je vous présente nos invités. M. Tariq Ramadan, professeur à Oxford. M. Gabriel Gadis, de l'Institut international de recherche pour la Terre. Et M. Alain Jourdan, correspondant de la Tribune de Genève auprès de l'ONU. Alors, si vous avez des questions plus spécifiques sur la pièce, ou des remarques, vous pouvez me les faire après plutôt. Comme ça, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec nos intervenants pour parler autour des thématiques abordées dans le spectacle. Et évidemment, si par hasard, il y a des questions qui sont prêtes à la pièce, je répondrai depuis le public. Mais dans l'ensemble, s'il vous plaît, concentrons-nous sur ce que vont dire nos invités. Il va y avoir une quarantaine de minutes de débat entre eux. Et puis après, les 20 dernières minutes, voire plus s'y entendent, s'y entendent de l'autre côté, vous seront consacrés pour les échanges. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci. D'entrée, après la pièce de théâtre qu'on vient de voir, on n'est plus dans le commissariat. La tension est retombée et on va essayer de porter le débat sur des questions importante et essayer d'avoir un débat de haut niveau. Les deux intervenants qui sont là, sont pas là, même si on est dans un théâtre, sont pas là pour faire du spectacle, sont là pour essayer de voir des points saillants où il y a des accords, mais aussi des désaccords. Et tout de suite, pour lancer le débat, je voulais leur demander de réagir à la pièce qu'on vient de voir. Parce que, évidemment, c'est l'entrée en matière pour le débat qui va suivre et dont le thème, je vous rappelle, est comment redonner de l'espoir à une jeunesse à la dérive, des solutions politiques et citoyennes. À un moment, le djihadiste répond c'est pas la République qui m'a sauvé, c'est la foi. Je pense que là, on aura peut-être quelqu'un qui sera plus tourné vers la République. Peut-être quelqu'un qui sera tourné vers la foi, mais aussi la République. Hein. Donc, je pense qu'on va avoir un débat intéressant. Peut-être première réaction, c'est par rapport à cette pièce. On va commencer par Tariq. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pièce? Qu'est-ce qu'elle vous inspire comme commentaire, comme réaction? Écoutez, d'abord, merci de l'invitation. Merci de nous permettre de réagir à la pièce et puis au thème que nous allons aborder ce soir. Moi, je dirais trois choses concernant la pièce. Déjà, il y a l'idée du thème et de la façon dont les choses sont amenées qui, moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié aussi comment c'était joué. Je pense qu'il y avait du talent dans la façon de l'avoir joué. La deuxième des choses qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est dans le dialogue entre les deux, le renversement permanent de perspective. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pas le mal contre le bien, c'est effectivement quelque chose qui est condamné et à condamner, c'est-à-dire le meurtre des innocents et cette façon d'instrumentaliser la religion. Ça, c'est une chose qui est claire, mais c'est pas simpliste au sens où on a une parole de bien contre le mal. Il y a beaucoup d'arguments dans ce que dit le jeune qui résonnent, qui ont du sens, qui font sens. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut que c'est là où se fait le dialogue, c'est-à-dire que ça n'est pas... et justement, je pense que cette idée que par qui est-on sauvé, par la République ou par la foi, est une façon de poser les termes qui apparaît dans la pièce, mais dont toute la pièce montre qu'il faut déconstruire ça. C'est pas aussi simple que ça, que la perspective politique, que la perspective historique, que la perspective du positionnement et du point de vue. Et là, je trouve que vous avez fait, de ce point de vue-là, Dominique a fait un travail intéressant, en tout cas qui suscite un questionnement important. Et puis, la troisième des choses, par rapport à notre débat, c'est que c'est extrêmement riche, en fait. C'est que les thèmes qui sont abordés dans cette pièce-là, il n'y en a pas un, il n'y en a pas cinq, il y en a une vingtaine qu'on pourrait prendre et approfondir. Et donc, c'est vrai qu'ils s'enchevêtrent.
Bon, enfin vous avez compris, c'est ça que je voulais dire. Et donc, voilà. Gabriel. Oui, ça va se recouper. D'abord, merci de l'invitation. La dernière fois que j'avais participé dans ce théâtre à un débat suivant une pièce de théâtre, c'était sur une thématique qui n'est pas si étrangère à celle-ci. C'était la pièce de Michel Vinavert, 11 septembre 2001. Et cette pièce est construite autour d'un dialogue entre George Bush et Ben Laden, Oussama. Et les extraits de la pièce sont sortis de vrais discours de Bush et de Ben Laden qui sont construits sous forme de dialogue. Ça a l'air très simple, mais il faut quand même le talent d'un metteur en scène pour faire du théâtre à partir de matière brute. Bon, ça c'est la première remarque, et moi je trouve que c'est bien, comme dans la Grèce antique, que le théâtre soit un lieu public qui permette de faire avancer l'idée de démocratie, dont on sait tous que c'est un mot grec. Deuxième idée, sur les rôles, effectivement, parce qu'il y a deux rôles, mais à l'intérieur de chacun des rôles, il y a plusieurs rôles. Et c'est assez subtilement mené, en particulier quand on trouve dans la bouche d'un pseudo-gamin de banlieue des expressions comme circonspect, et que le flic est un peu circonspect sur le fait que ce gamin connaisse circonspect, et après on s'aperçoit qu'il a un peu plus de formation qu'il en a l'air. Donc ça, je trouve que c'est bien mené, parce que justement c'est pas manichéen. Je ferai une petite remarque, alors qui n'est pas une critique, qui est juste une annotation de chercheurs pour la paix, c'est qu'à un moment, ce commissaire de police utilise l'expression réconciliation nationale, dont, à ma connaissance, elle est de facture algérienne. Puisqu'effectivement, c'est un thème qui a été beaucoup utilisé par le président Bouteflika au moment où il a voulu une recherche de paix civile. Mais cela dit, ça n'enlève rien à la qualité du film, c'est juste pour situer dans un contexte culturel et historique. Les deux rives de la Méditerranée peuvent avoir des thématiques communes, mais des nuances dans la terminologie. Voilà. Nationale. Pardon ? Union nationale. Union nationale, oui, Union nationale. Alors, moi j'ai entendu réconciliation, mais ça faisait, oui, bon, mais c'est pas gênant. Et puis, surtout c'est effectivement que cette dynamique du dialogue a lieu. Et puis, je terminerai en disant que la fin est de la fiction. Mais comme dirait Aragon, on est dans le mentir vrai. C'est-à-dire qu'on arrive, moi je trouve assez fort que le commissaire de police dise qu'on n'est plus dans les Lumières. Le paradoxe de cette situation, c'est qu'à un moment, la crise est telle qu'on se demande où on peut rester humain en luttant dans des conditions inhumaines. Et ça, c'est un message qui mérite d'être réfléchi. Ça ne veut pas dire que dans les commissariats de police français, on exécute sommairement nécessairement les supposés djihadistes. Mais en tout cas, ça devrait donner à faire réfléchir, et c'est là où la fiction permet de nourrir la réalité. Bien, pour ce soir, on va essayer de rester dans les lumières, par contre, en tout cas, essayer de les rallumer, et je sais que je peux compter sur vous. Peut-être pour commencer, et pour reprendre à rebrousse-poil des débats qui sont organisés habituellement, c'est peut-être de voir, sachant vos différences, des points où vous pourriez être d'accord. Et je crois que sur l'analyse, sur le diagnostic, sur le fait qu'aujourd'hui, effectivement, une jeunesse à la dérive dans nos modèles de société, vous avez une vision qui peut, sur certains points, se retrouver. Peut-être qu'on peut commencer par là, peut-être par un exposé des causes et de l'environnement qui peut expliquer aujourd'hui qu'on est effectivement une jeunesse à la dérive qui va se retrouver parfois dans des idées extrêmes ou dans un rejet de tout ce qui l'entoure. Tariq. Bon, je veux bien entamer la discussion. Moi, je suis un tout petit peu plus nuancé sur la façon dont on dit les choses. D'abord, je n'utilise pas tellement ces formules de jeunesse à la dérive, c'était le titre. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de regarder, ou en tout cas de réussir à répertorier un certain nombre de causes. Parce que ce qui m'intéressait dans l'arrière-fond de cette pièce, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter à des condamnations de faits sans prendre le temps de se dire mais les causes, qu'est-ce qu'il y a derrière? Les gens ne naissent pas fous, ils ne naissent pas terroristes, Encore une fois, c'est l'opposé de la position de Valls ou de Bush. Souvenez-vous, en 2001,
Bush dit, c'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, comprendre c'est justifier. Mais non, justifier, il n'y a rien à justifier, il faut condamner, mais on essaie de comprendre si on veut régler. Pour trouver la solution d'un problème, il faut le comprendre, il faut essayer de comprendre la cause. Parce que si on nous dit, dès que vous essayez de comprendre, ça veut dire qu'en sous-main vous justifiez, on est tous perdus. C'est-à-dire qu'il faut que tuer l'opposant. Il faut essayer de comprendre d'où viennent les choses. Et donc, en l'occurrence, c'est la même chose avec ce qu'a dit Valls. Valls a dit, non, on ne comprend pas, parce que comprendre, c'est justifier. Mais non, on essaye de comprendre tout en condamnant. Et d'ailleurs, notre condamnation sera d'autant plus ferme qu'on prendra des temps d'essayer de comprendre ce qui se passe et à quel moment on peut dire, là, ça n'est plus du tout acceptable et ça n'est pas acceptable. Et donc, par rapport à la jeunesse, je pense que c'est beaucoup plus ce qu'on dit aujourd'hui. On dit, vous savez, les jeunes qui partent, ce sont tous des gens qui sont perdus. Or, les profils ne sont pas ceux-ci. Sur les 15 dernières années, prenez 2001 maintenant, vous regardez les jeunes. Pour certains d'entre eux, ce n'est pas forcément des profils de gens qui sont complètement perdus à la dérive. Vous en avez un certain nombre qui sont partis à la mort, qui sont des doctorants, qui sont formés, qui sont... Donc il y a parmi ces personnes des gens qui ont été formés, ou qui sont formés, ou qui ont été éduqués, qui avaient un poste, qui était certains, il y en a 2 qui sont partis, ils sont médecins. C'est-à-dire ils ne sont pas complètement... ils partent... Donc là, on va voir chez eux une réflexion beaucoup plus politique et politisée. Chez d'autres, effectivement, chez certains jeunes aujourd'hui, eh bien, il y a qu'est-ce qu'on leur propose dans la société. Et c'est là où, pour moi, on ne peut pas simplifier non plus. Ce n'est pas le dernier espoir de ceux qui n'ont plus d'espoir. Il y a aujourd'hui un vrai problème dans nos sociétés. Mais c'est international, hein, ce n'est pas qu'au l'Occident. On a un vrai problème de sens. C'est-à-dire quel sens on donne, quel sens on va partager. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, la discussion qu'il n'y a pas entre les deux, c'est la vraie question du sens. C'est-à-dire, on est en train de te manipuler, d'accord, lui, il représente l'État, d'accord, mais la question du sens. Et là, elle n'est pas forcément une question de la République contre la foi, c'est une question universelle, c'est-à-dire quel sens on porte. Et qu'est-ce que l'école va nous donner aussi comme sens? Est-ce que finalement, en termes de ce que... Est-ce que dit le jeune? Il a raison, il dit en fait, d'une certaine façon, vos terroristes à vous, ben, ils ont la vertu, et nos terroristes à nous, ils ont le diable. Parce qu'au fond, il a raison. Aujourd'hui, au nom de l'État, on est en train de massacrer des innocents, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan. Alors, il ne faut pas comparer les deux, mais il faut bien comprendre que par rapport à la jeunesse, par rapport à c'est quel type d'espoir qu'on leur donne. Donc moi, ici, pour moi, il y a un vrai problème, c'est dans nos processus scolaires, dans nos sociétés, la vraie question du sens. Ensuite, il y a un vrai problème dans certaines sociétés. Alors là, on était dans la pièce, on parle de la France, mais c'est transversal. C'est la vraie question du fait religieux dans nos sociétés aujourd'hui, ou de comment, je veux dire, il faut quand même se rendre compte, la réalité, 76%, donc 76% des Français ont une image négative de l'islam. Je veux dire, ça ne s'invente pas ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir l'impression que vous faites partie d'une société si chaque jour de votre vie, la perception populaire est négative. Ce qui dit d'une certaine façon, ce n'est pas complètement faux le jeune, il faut l'entendre ça. Est-ce que ça justifie la violence? Pas. Mais ça veut dire aussi à l'État, mais attendez, arrêtez d'islamiser les questions sociales, arrêtez d'islamiser toute la violence. Qu'en est-il de la justice sociale? Qu'en est-il de l'école dans les banlieues? Qu'en est-il de la réalité de l'égalité sociale? Ça aussi, ce sont des causes objectives. Et quand on est dans une école, dans une banlieue, et puis qu'on n'a pas d'avenir, je veux dire, à partir d'un certain moment, on peut bien lui dire l'unité de la République, on n'est qu'un seul pays, la nation. Il dit oui, on est peut-être dans la République, mais vous ne faites pas partie de la nation. On nous a intégrés dans les règles de l'État, pas dans le projet de la nation, à l'exception du football. À l'exception du football, à l'exception du sport. Mais c'est vrai, il faut entendre ce que cette jeunesse dit. Encore une fois, ça n'est pas de justifier la violence, mais ça vient de quelque part. À un moment, il y a des dérapages. Et moi, j'avais eu comme réponse au gouvernement français un temps, je dis, vous êtes en train d'islamiser la question sociale, vous êtes en train d'ethniciser la question, il faut aller beaucoup plus loin. Ça ne veut pas dire que le fait religieux, il ne faut pas en parler. Il y a une vraie question religieuse. Je veux dire, je suis le premier à faire face à des lectures littéralistes, à des lectures violentes. Il faut pas tout mélanger. Donc, ce que je pense est important dans cette pièce, c'est que les sujets s'enchevêtrent et que je crois que nous serons d'accord sur une chose, c'est qu'à un moment donné, il faut clarifier les termes du débat. On parle de quoi exactement? Parce qu'à parler n'importe comment de la violence ou à tout confondre, finalement, on ne se donne pas les moyens de trouver des solutions. Gabriel, les causes objectives, on trouve... Oui, moi, il me semble que
le mal-être du monde, c'est la situation dans laquelle nous sommes plongés depuis une quarantaine d'années surtout, qui est un dérèglement économique, politique et social, s'accompagnant de conséquences psychologiques et idéologiques. En gros, depuis 40 ans, on a une transformation assez radicale. On peut prendre les années 70 comme virage et même la crise de 73 qui a continué plusieurs accélérations avec les années 80 sur la bancarisation du monde. On est dans un monde, et c'est là où je vais peut-être introduire des termes qui permettent de démarquer peut-être les positions. Moi, j'ai lu parce que j'ai pris la peine de lire, et je dis peine, c'est pas que j'ai souffert, mais c'est que c'est long. Parfois j'ai souffert un peu pour être tout à fait honnête. Le livre de Tariq Ramadan, Être occidental et musulman. Alors, je dirais pas que j'ai tout lu, mais j'en ai lu une bonne partie et éventuellement je ferai des remarques ou je poserai des questions dessus. Moi, quand j'entends par exemple parler de civilisation occidentale ou de civilisation musulmane, je suis sceptique. Je ne sais pas trop ce que c'est que la civilisation occidentale. Il y a un ordre occidental, techno, marchand, capitaliste de marché, financiarisé. On pourrait lui mettre une série de qualificatifs. Mais est-ce que c'est une civilisation occidentale face à une civilisation? Je ne partage pas les présupposés de Huntington. Pour moi, il n'y a pas des musulmans, puis des hindouistes, puis des chrétiens qui se regardent en chien de faïence autour de la planète. Il y a une civilisation, et une civilisation se caractérise par des caractères techniques et par des caractères idéologiques. Elle a une base matérielle, ça peut être l'électricité, ça peut être le moteur à explosion, qui a besoin de pétrole, donc qui enrichit les pays qui produisent du pétrole, soit dit en passant. Et puis, il y a des représentations idéologiques qui accompagnent les conditions techniques et matérielles. Donc ça, je pense qu'une définition d'une civilisation ne se réduit pas à ces représentations idéologiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je n'utilise pas le terme d'identité. L'identité nationale, l'identité religieuse, et je me fonde sur les travaux du philosophe Paul Ricoeur, qui a montré que le mot identité avait un fâcheux problème dans la langue française, mais il a d'autres langues qui ont la même équivoque. Ça veut dire à la fois, quand j'ai mon identité, ça veut dire l'ipséité, ce que je suis moi-même de façon irréductible, et puis l'égalité, la mêmeté. C'est-à-dire tu es mon égal, tu es identique à moi, ça veut dire que tu as quelque chose de commun avec moi, mais par définition, c'est parce que j'ai moi. Et quand je suis dans le moi, c'est mon identité personnelle et inaliénable, ça s'appelle l'ipséité selon Ricoeur. C'est assez fâcheux. Et alors ça me permet de prolonger la réflexion de Tariq Ramadan sur la notion de sens. À mon avis, le problème de la crise internationale, mondiale, et donc nationale et locale que nous vivons, ce n'est pas tellement un problème de sens au sens métaphysique du mot, parce qu'à la limite, chacun a ses préoccupations métaphysiques, psychologiques et autres dans la tête, mais c'est le fait que, alors que nous avons cru jusque dans les années 60, que nous étions sortis de la guerre, sortis des ténèbres, et qu'on allait effectivement être dans une période de prospérité, on s'est aperçu que finalement le citoyen allait se trouver dépossédé. Dépossédé de son pouvoir, qu'on allait le gaver avec des gadgets, mais que finalement il allait perdre son boulot. On allait dire, c'est pas grave Coco, tu vas avoir des allocations chômage, tu peux avoir un smartphone. Parce que si vraiment on a demandé aux gens s'ils préféraient avoir moins de choix de smartphone et plus de boulot, par exemple. Je ne pense pas que la question a été posée en des termes aussi clairs que ça. Et on a installé une espèce de désappropriation. Je voudrais juste citer une référence, puisque Samuel Huntington reste dans nos mémoires. Il est connu pour avoir fait le choc des civilisations dont j'ai critiqué, mais Samuel Huntington a été co-rédacteur en 1976 d'un rapport qui est le premier rapport de la trilatérale sur la crise de la démocratie. Et il a expliqué dans ce rapport qu'il fallait mettre des freins au développement de la démocratie. C'est sous Carter, ça, 1976. Et si vous regardez bien les prescriptions qui sont contenues dans le rapport de la trilatérale de 76, c'est pas un complot, c'est une feuille de route.
Il y a quand même des gens dans la Fondation Rockefeller qui ont vu loin. Et M. Brzezinski vient de mourir, il est mort hier, mais c'était un grand théoricien de ces manœuvres-là. Donc ce que moi je considère comme étant le fond du problème, internationalement parlant, après on arrivera à la Suisse, la France, la Belgique et d'autres éventuellement, c'est de se dire, je parle de l'espace francophone parce qu'on baigne un peu dedans, mais c'est pas exclusif, on est dépossédé. On est dépossédé de nos vies matérielles pour un certain nombre de gens, pas les favoriser, des gens qui s'en sortent très bien, mais on est dépossédé aussi de nos moyens, de notre prise sur la démocratie. Les élus échappent. Et après on tape sur les populistes, mais parce que les gens sont dans le désespoir. Ils ont essayé la gauche, ils ont essayé la droite, ils sont en train d'essayer Macron en France, qui essaye de faire les deux. On verra ce que ça donnera. Personnellement, je suis assez réservé sur les perspectives. Mais voilà, moi, mon diagnostic, c'est la notion de civilisation, qui est un système technique et idéologique à la fois. C'est la notion d'identité qui me paraît parfois source de confusion. Et je pense que la notion centrale, c'est la notion d'appropriation. Que nous nous réapproprions notre avenir, à la fois en termes matériels et en termes spirituels. J'utilise exprès le mot spirituel, parce qu'on peut être athée et avoir de la spiritualité. Je vais vous relancer sur la question de l'aliénation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le refus d'une forme d'aliénation? Et comme j'ai lu et découvert avec surprise que sur certaines questions, Tariq Ramadan se reconnaissait dans Karl Marx, j'ai lu ça, ou en tout cas dans certaines analyses, et je sais aussi que tu te reconnais dans certaines analyses de Karl Marx. Donc sur cette aliénation et les analyses faites par Marx, j'avais envie de vous emmener sur ce terrain-là aussi, parce que Marx, c'est aussi la religion comme opium des peuples, donc ça peut être intéressant d'avoir votre vision avec ce biais. Écoutez, il n'y a vraiment pas de quoi être surpris quant à ma référence à Marx. Marx, de tous les athées, de tous ceux qui ont développé une idéologie sans Dieu, a été un de ceux qui a pris la religion le plus au sérieux. La religion, c'est l'opium du peuple, c'est une formule, mais combien est-elle réductrice de la pensée marxiste par rapport à la religion? On n'a pas compris Marx si on répète que ça. Marx dit beaucoup plus que ça, il prend la religion au sérieux, il est athée, il ne croit pas que Dieu fasse sens, il pense que c'est ce que disait avant lui ou ce que dira dans la tradition allemande Feuerbach, c'est que l'homme est un Dieu pour l'homme, donc c'est une production humaine. Mais ce qu'il met en évidence, et ce qui me paraît le plus important, c'est à partir du moment, et c'est là où on peut faire le lien même avec la pièce, à partir du moment où la religion est instrumentalisée, où Dieu même est instrumentalisé pour faire croire aux pauvres qu'ils sont pauvres par la volonté de Dieu et que les derniers ici-bas sont les premiers là-bas et donc ils doivent admettre, il a raison, la religion devient l'aliénation du peuple. C'est-à-dire qu'au nom de l'autre vie, sacrifie celle-là. Ce qui, de ce point de vue-là, a été repris par tous les théologiens de la libération en inversant les choses, en disant non, la bonne lecture de la Bible, c'est la lecture du pauvre qui va dire au pauvre que ce que tu dois faire dans cette vie, c'est te libérer de l'oppresseur et qu'il ne peut pas être question d'un Dieu amour qui se suffirait de ta vie misérable. Et là, tout à coup, réappropriation, réconciliation du discours religieux avec une idée. Moi, mon prochain texte, c'est un manifeste pour une théologie islamique de la libération. C'est vous dire que ça va dans ce même sens. Ça va un peu à gauche. Mais enfin, bref. Mais pas avec Manuel Valls. Non, mais Manuel Valls est très à droite de n'importe quelle gauche. Mais enfin, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est ce dont il faut se méfier. Dans toutes les circonstances. Autant la notion de la République, autant la notion de la civilisation, autant de la notion de l'identité. Ça n'est pas... Moi, j'ai aucun problème, et je pense qu'il faut toujours qu'on commence par là, à prendre les termes
à commencer par se donner ou se mettre déjà d'accord sur des définitions les plus normatives qui soient. Et puis ensuite de pouvoir voir leur usage idéologique. Ça c'est vrai, la civilisation, l'identité aujourd'hui, c'est un terme qui est idéologiquement extrêmement connoté. C'est les identités négatives, c'est ce que Amartya Sen a développé, ce que Amin Maalouf a développé. Ils ont raison de ce point de vue-là. C'est quelque chose dont par lequel, ou une notion par laquelle on peut fleurir, et dans laquelle on peut s'enfermer. Donc je suis d'accord, il faut voir les idées, il faut voir les usages. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à votre question, ce qui est le plus important, c'est à partir de quel moment les plus belles notions peuvent devenir l'usage d'un discours qui aliène les personnes au nom de cette notion. Je veux dire, quand on a entendu en 2003 George W. Bush nous dire « Nous sommes pour la démocratisation du Moyen-Orient », qu'il a touché l'Irak parce qu'il y avait du pétrole, qui s'est moqué de la vie des gens, mais qui touchera jamais l'Arabie Saoudite parce qu'il y a de l'argent et du pétrole, c'est pas la démocratie qui l'intéresse, c'est la géostratégie. Les jeunes qui sont ici, nous qui sommes ici, vous et moi, on n'est pas dupes. À partir d'un certain moment, on n'est pas dupes de ce discours-là. Donc les plus belles notions de droits de l'homme, on fait quand même, maintenant, nous tous qui sommes ici, quand nous regardons la télévision, nous sommes presque normalement moins choqués quand des Africains, quand des Arabes, quand des immigrés, quand des réfugiés meurent dans la Méditerranée, que quand ce sont les nôtres. Manchester, ça nous choque. Paris, ça nous choque. Bagdad, beaucoup moins. Damas, beaucoup moins. Beyrouth, beaucoup moins. Ça ne peut pas être. Le monde global ne peut pas être une indignation sélective. Ceux qui meurent du terrorisme là-bas, ils meurent comme les nôtres. Et c'est scandaleux comme pour nous. Ça commence par ça. Donc à partir d'un certain moment, même les plus belles notions de droits de l'homme, de notre liberté d'expression, on les a perverties. Et on s'aperçoit que sur le plan religieux, certains font la même chose. Moi j'ai pris position contre le populisme religieux, c'est-à-dire cette espèce de discours sur l'espérance, la belle espérance, qu'on a vu d'ailleurs dans la pièce, ça existe, on voit ça, ça existe. On a des gens comme ceux-ci qui peuvent être, dont on voit bien que le discours religieux les manipule ou va les aliéner à leur propre identité. Mais maintenant, il y a religion et religion. Il y a un discours religieux qui vous rend sujet de votre histoire. Et il y a un discours religieux qui vous rend objet de l'oppression d'autrui. C'est religion et religion. Il y a un discours sur les droits de l'homme qui vous dit « levez-vous ensemble pour les droits de l'homme », puis il y a un discours pour les droits de l'homme qui dit « les droits de l'homme pour nous, puis on verra pour les autres ». Voilà, on est dans ce discours-là. Donc les aliénations sont partout. Et c'est ce que j'ai aimé dans la pièce, c'est ce renversement. Parce que, je veux dire, c'est vrai, dans les prisons ou dans les commissariats en France, on ne tue pas de cette façon-là. C'est vrai que tout à coup, elle est surprenante. Maintenant, aujourd'hui, concrètement, que ce soit les bavures, que ce soit les gens qu'on élimine, je veux dire, n'importe quelle personne qui connaît l'ABC de l'histoire africaine sait comment on a éliminé des gens au nom des droits de l'homme, au nom, je veux dire, des présidents de la République respectés, respectables partout, qui disent un tel éliminé. On le sait ça. Je veux dire, il ne faut pas qu'on se mente. L'aliénation, c'est le miroir négatif de toutes les hypocrisies. Il faut les prendre de face toutes et sans sélection. Le miroir de ces hypocrisies, est-ce que Gabriel oui, moi je vais continuer aussi sur les accords et puis après on va voir sur quoi nous divergeons. Oui, mais je pense qu'il y aura des, points de désaccord. Continuons sur les accords pour rester dans une ambiance détendue. Il est vrai, moi je suis de ceux qui, donc tous mes écrits on peut les reprendre parce que ça fait quand même quelques décennies que j'écris, n'ai pas fait la distinction entre les bonnes et les méchantes victimes. J'ai même écrit dans une de mes lettres helvètes un texte qui s'appelle Gentil Libyen, méchant Palestinien. Et c'était au moment où j'avais été assez ulcéré qu'on intervienne pour aider le peuple libyen, on dégage les plages et on va lui porter secours, mais qu'au même moment il y avait un blocus de Gaza, qu'un bateau grec avait décidé, de la marine grecque officielle, d'aller livrer des provisions, du ravitaillement, que l'armée israélienne l'a bloqué, que tout le monde a trouvé ça normal, en disant mais il y a peut-être des armes, mais si on veut vérifier qu'il n'y a pas d'armes, il suffit de faire l'inventaire d'un bateau, hein. Ça se fait ça, l'inventaire d'un bateau. Puis si on ne veut pas laisser aux Grecs, on peut demander à d'autres forces navales d'accompagner le bateau. Eh bien là, tout à coup, l'indignation sélective était que ah ben les Libyens, c'est nos copains qui sont en train de taper sur Kadhafi. Alors là,
il faut y aller. Mais par contre, en Palestine, non, on va juste dire aux Israéliens, tapez pas trop fort quand même. Hein. Ça, c'est inacceptable. De même, quand des enfants meurent au Pakistan, qui est un des pays, ou au Bangladesh, qui sont des ateliers du monde pour la confection de haute couture, il faut avoir le courage de dénoncer ces inégalités-là. Là-dessus, on est d'accord. Sur Valls aussi, et je vais même en mettre une couche, même si maintenant ça relève du corbillard. Mais moi, il y a des choses qui m'ont choqué. Pas tout sur Valls. Valls a été attaqué sur des thèmes républicains où, à mon avis, on avait tort. Mais on a raison de l'attaquer sur le fait de dire, et d'ailleurs il suffit de relire Malraux, comprendre, ce n'est pas excuser. Bien évidemment, ça se trouve dans Les Conquérants de Malraux. C'est quand même que Valls n'ait pas lu Malraux, ça m'étonne qu'à moitié. Mais quand même, c'est que la moitié d'une excuse. Une autre chose m'avait choqué chez Valls, et qui est plus qu'une parole, c'est un acte. Et les actes sont graves. Quand il a quitté son poste de ministre de l'Intérieur pour devenir Premier ministre, un de ses premiers voyages a été au Vatican. Il est allé au Vatican pour assister à la canonisation de 2 papes. Alors déjà que la République française aille à l'installation, à l'intronisation d'un pape, c'est déjà un peu limite parce qu'elle a un ambassadeur sur place. Mais on peut dire, il y a des relations diplomatiques, dans ce cas-là, elle envoie son ministre de l'Intérieur et des cultes. Il est payé pour ça. Qu'on envoie le ministre des Affaires étrangères, c'est quand même du gros calibre, mais qu'on envoie le Premier ministre, au même moment où il y avait effectivement des djihadistes qui étaient en train de revenir de Syrie, moi je veux bien que la République, je suis un républicain, mais je suis un républicain cohérent, pas un républicain à 50%. Qu'on dise aux citoyens de la République française de confession musulmane, Coco, soit laïque, ok. Mais si le Premier ministre court au Vatican à la canonisation des papes, qu'est-ce qu'il y fait? La canonisation n'a rien d'une fonction politique, elle est purement religieuse. Donc, pourquoi il a fait ça, Valls? Il a voulu calmer les manifestants catholiques qui avaient rouspété contre le mariage pour tous. Mais il ne les a pas calmés, il les a 2 fois excités. Une première fois parce qu'il avait fait quelque chose qu'ils n'aimaient pas, et deuxième fois parce qu'il essayait de se faire pardonner, c'était tellement gros qu'il les a énervés une deuxième fois. Donc en fait, il a tout loupé son coup. Donc voilà pourquoi il faut être rigoureux et pas républicain à moitié. Troisième point sur Marx. Marx, on oublie toujours une partie de la citation. On cite le début de la citation, mais pas la suite. Marx dit très exactement, la religion est l'opium du peuple, virgule, elle est l'esprit d'un monde sans esprit. Ce que veut dire Marx, c'est qu'avec le capitalisme, on a installé le fétichisme de la marchandise et que tous les prêtres, il le dit d'ailleurs dans un des textes, dans le manuscrit, le manifeste communiste du 148, toutes les idoles que l'on considérait avec un certain respect, le professeur, le curé, le savant, tous sont devenus des salariés au gage de la bourgeoisie. Ils ne sont plus respectables. Donc il ne faut pas oublier que si Marx considère que la religion est l'opium du peuple, c'est parce que le capitalisme déspiritualise la vie. La vie, c'est mon coco, gagne ton beefsteak, boucle-la et fais tes 38 heures, 42 heures, ça dépend des pays, 35 dans d'autres. On ne va pas discuter de ça, ce n'est pas le sujet. Dernière remarque sur le principal critique de Dieu. Il y a Marx et il y a Nietzsche aussi. Nietzsche est un grand critique, il faut savoir le lire sur la critique des idoles. C'est probablement un de ceux qui a très bien compris le christianisme et qui ont fait une critique renversée. Mais moi, et peut-être c'est un clin d'œil à Tariq Ramadan, d'autant qu'une de mes lettres helvètes parle de ça, ça traite des blasphémateurs. Moi, je trouve quand même que ceux qui parlent au nom de Dieu manquent de modestie. Et j'ajoute que critiquer quelqu'un pour blasphème, c'est supposer que Dieu n'est pas assez grand pour se défendre tout seul. Or, à ma connaissance, Dieu est quand même puissant, que ce soit le Dieu des chrétiens ou celui des autres. Je ne vois pas pourquoi il aurait besoin chaque fois d'une série de commentateurs pour nous dire ce qu'il pense. Je pense que Dieu est puissant et il peut beaucoup de choses, y compris faire régler un certain nombre de choses. Donc, moi, je serais très prudent, et mon ami Jean-Jacques Rousseau avait répondu ça à l'archevêque de Paris, quand l'archevêque de Paris avait condamné Émile, vous savez, le texte qui n'était pas dans la ligne de l'Église catholique, aux yeux de l'archevêque de Paris, et que Monseigneur l'archevêque de Paris, Monseigneur de Beaumont,
avait critiqué Jean-Jacques Rousseau en le pourchassant de tous les anathèmes de blasphème. Et Rousseau lui a répondu: « Monseigneur, qui êtes-vous pour vous prendre pour l'apôtre Paul et me condamner comme si j'étais l'antéchrist ?» C'est-à-dire, il renversait la critique du blasphème. Et moi, j'aimerais qu'on introduise quand même le fait que ceux qui parlent au nom des religions ou au nom de Dieu sont quand même des humains. Et qu'il faudrait qu'ils aient la modestie de se considérer comme humains au lieu de se prétendre toujours porte-parole de Dieu. Mais ça, c'est un élément que je pose pour le débat à suivre. Cela dit, avant d'en arriver au désaccord, je voulais dire qu'il y a une phrase du livre de Tariq Ramadan que j'approuve. Alors, avant de lui citer toutes celles que j'approuve pas, je vais commencer par me montrer loyal, c'est-à-dire ouvert, attentif à la lecture de ses œuvres. Il écrit, page 16 de ce livre-là, je fais même de la pub, « Être occidental et musulman aujourd'hui », la seule vraie question n'est pas de savoir quelle est l'origine de chacun, mais quel est l'avenir commun. Alors là, je souscris à 100%. Pour le reste, on va en reparler. Voilà. Alors cet avenir commun, c'est l'espace, ça peut être l'espace républicain notamment, et peut-être pour aller chercher quand même ces lignes qui vous séparent, on va peut-être aller sur des choses plus dures, et, parce qu'autrement, si vous êtes d'accord sur tout, mais bon, je pense qu'on devrait arriver quand même à trouver des choses, vous n'allez pas être d'accord. Hein. Alors justement, dans cet espace commun, où on situe l'islam, où on situe la religion, et où on remet justement les pendules à l'heure par rapport aux raccourcis qui peuvent être faits avec les djihadistes, les terroristes, et comment les amalgames. Donc quelle peut être, et quelle est selon vous, selon Tariq Ramadan, la place de l'islam aujourd'hui dans ces sociétés, dans une république, dans un État moderne? Alors, permettez-moi de renverser la perspective et de commencer de là où on a commencé ce soir. Aujourd'hui, il se passe en Occident, mais à travers le monde, c'est pas simplement en Occident, quelque chose qu'on peut appeler une dérive extrémiste. Déjà, il y a un premier mot, il faut faire très très attention. Pour y avoir travaillé depuis pratiquement dès les affaires américaines en 2001, puis ensuite au niveau du gouvernement avec la task force, le gouvernement anglais, l'idée par exemple de la notion de radicalisation, tout ça c'est des termes, il faut faire très très attention. Regardons les chiffres, et je ne cesse de répéter ceci parce que les chiffres sont parlants. À peu près 80% des jeunes qu'on a vus qui seraient partis là, qui se seraient convertis, à peu près 80% d'entre eux ont un moment de pratique qui ne dépasse pas 6 mois. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un basculement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, il y a de l'endoctrinement, c'est vrai, il y a un véritable endoctrinement. Les gens qui sont derrière l'écran et qui produisent du Hollywood made in Syrie et Irak sont extrêmement formés à cela. Nous, on a eu des témoignages au niveau du European Muslim Network à Bruxelles, de jeunes qui expliquent comment ils ont été. Une fille a été retenue par sa mère parce qu'elle avait son passeport, et elle explique comment la personne qui est une convertie, qui l'a fait entrer dans le réseau, elle ne prie pas, elle n'a rien à voir avec la religion, mais elle l'attire au nom de la religion. Elle lui dit à un moment donné, on est vendredi, on lui dit ah ben c'est l'heure de la prière, maintenant il faut aller à la prière. Elle lui répond, on fera la prière la semaine prochaine. Je veux dire, c'est vous dire le total, l'instrumentalisation politique. Là aujourd'hui, sur cette question-là, nous on a une position à prendre. Moi c'est ce que je dis toujours à ceux qui disent, c'est pas des musulmans, ça n'a rien à voir avec l'islam, je dis on ne peut pas dire ça. D'abord, on ne peut pas mettre, nous, les gens, à l'intérieur de l'islam ou à l'extérieur. Dès qu'une personne dit qu'elle est musulmane, elle est musulmane. Donc, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Eux, ils disent qu'ils sont pas, que par exemple, moi, ils me disent de moi que je ne suis pas musulman. Je suis sur la liste de ceux de Daesh. Là, ils disent que moi, je suis même plus dangereux pour l'islam que les ennemis de l'islam, parce que je suis un ennemi de l'intérieur. Et vous avez, d'un autre côté, des gens qui s'appuient sur des textes. Nous, ce qu'on doit faire, moi, mon devoir moral, c'est ne pas sortir les gens de l'islam, mais répondre à l'argument qui est en train de dévoyer la religion, de l'instrumentaliser et d'en faire quelque chose d'inacceptable. De faire ce travail-là, je dois le faire, mais je ne m'arrête pas là. Je veux aussi qu'on remonte aux raisons politiques, c'est-à-dire ne pas attendre de la parole religieuse que religieusement elle critique un acte au nom de la religion
et qu'elle se coupe d'une analyse politique qui serait de dire, attendez, il faut aussi qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un élément. Maintenant, on est bien d'accord, tous les États européens, tous, sans exception, il n'y en a pas un dont vous entendrez une autre chose que celle-ci, qui vous disent et vous répètent, nous n'avons pas de problème avec l'immense majorité de nos citoyens. Nous n'avons pas de problème. Donc il ne faut pas qu'on prenne ceci pour jeter la suspicion sur tous les autres. Et le problème qu'on a avec nos gouvernements, c'est qu'au nom de la méfiance vis-à-vis de ceux-ci, on a confiance en plus personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes français de confession musulmane ou britannique de confession musulmane, vous avez le passeport, vous allez parler à votre gouvernement, le gouvernement vous fait moins confiance à vous, citoyens, qu'il fait confiance à l'ambassade saoudienne, l'ambassade turque, l'ambassade. Ils veulent parler au gouvernement parce que les gouvernements contrôlent ou financent. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette d'accord. Moi, je le répète, l'islam est une religion européenne et occidentale. Alors après, on peut discuter sur de quoi on parle. Moi, la civilisation occidentale, j'en suis. Moi, je suis de civilisation occidentale, de culture européenne. Donc aujourd'hui, vous avez des millions de citoyennes et de citoyens, ils respectent l'État. Ils respectent la loi et n'ont pas de problème avec ça. Vous avez un deuxième problème, c'est que parmi ces populations-là, essentiellement en Europe, ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais essentiellement en Europe, ils font partie de la classe sociale la plus défavorisée. Ce qui va être un élément cumulé au fait de la perception de l'islam est négative, et en plus, ils sont dans des situations, fragilisation sociale, les chiffres sont mais parlants. Les inner cities en Angleterre, on est à 2,5%, c'est-à-dire on a 2,5% de fois de plus que la moyenne nationale c'est-à-dire c'est le double et demi. En France, le taux de chômage dans les cités, c'est 2 fois le taux national. Point. Je veux dire, dès que vous avez dit ça, vous avez dit une partie du problème. C'est-à-dire que c'est une vraie partie du problème. Les écoles dans lesquelles ils sont, ce sont des écoles de seconde zone. C'est-à-dire que vous êtes... Moi, je suis contre une école islamique. D'accord ? Je suis contre l'idée, amenez les musulmans, mettez-les ensemble. Quand je suis allé en Angleterre, je me suis dit, moi je suis un enfant de l'école d'État, de l'école républicaine laïque de Genève. Mais à Genève, on n'avait pas ce qu'on a en Angleterre. Quand je suis allé dire ça en Angleterre, je dis, viens avec nous, voir les écoles qu'ils nous donnent, nous. Dans les lieux où ils nous ont parqués, c'est des écoles, c'est n'importe quoi. La seule chose qu'on va avoir au sortir, c'est un papier pour le chômage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc nous, on a fait nos écoles, et on a fait nos écoles d'excellence. Alors moi, je suis contre l'école, mais le système social pousse les gens aussi. Alors on a un vrai problème social de ce point de vue-là. Troisième élément qui est aujourd'hui important et qui est transnational, c'est que hier, on parlait de Pakistanais, de Turcs, d'Algériens, de Marocains. Maintenant, c'est tous des musulmans. La perception est extrêmement négative. Et moi, je me suis trompé sur une chose. Pendant 25 ans de ma vie, j'ai dit et répété, il faut que l'on apprenne, à partir de nos références, à respecter la loi, et on l'a fait. Le problème, il n'est pas dans la loi, il n'est pas dans l'État. Il est dans l'expression de la nation. Raison pour laquelle j'ai fait un appel il y a 15 ans pour un nouveau nous. C'est-à-dire vous et moi. C'est-à-dire on n'est pas de même culture, on n'est pas de même religion, mais on est de même nationalité. Et ce pays, il va falloir qu'on le construise ensemble. Et ce nouveau nous, c'est partons à partir de nos différences de valeurs vers un avenir commun. C'est-à-dire de construire la société commune. Et vous avez des millions aujourd'hui qui pensent comme ça. Mais ils sont empêchés pour des questions sociales, ils sont empêchés pour des questions politiques, puis il y a une troisième des choses qu'il faut dire. Moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas venus ce soir parce qu'on m'avait invité. Parce qu'ils disent, je ne peux pas donner la parole à cet homme-là. Mais moi, il y a une chose que je vais dire et que je vais assumer très fort. Moi, je suis un enfant de l'exil politique. D'accord ? Je suis suisse de nationalité parce qu'à un moment donné, dans mon pays d'origine, il y a eu un dictateur et qui tuait tous ses opposants. Il est exclu qu'un jour je sois un Suisse qui, pour montrer qu'il est Suisse, ne dira pas à la Suisse « tous vos soutiens aux dictateurs sont indignes des valeurs que vous défendez ». Je veux être la mémoire du Sud. Je veux apporter à la Suisse la bonne conscience critique du fait que je viens de quelque part. Je ne suis pas d'accord que tous les dictateurs africains mettent l'argent dans nos banques et moi je vais la boucler pour dire mais je suis un bon Suisse, vous savez quoi, je suis même un bon musulman. Je vais rien dire qui sorte du cadre. Non, je veux en tant que citoyen suisse être cette parole-là. Ça pour moi c'est un apport. Je pense que je suis plutôt une valeur ajoutée au discours politique. Et pourquoi les jeunes entendent ce que je dis? Parce que tout à coup ils se disent, eh ben,
au moins on a quelqu'un qui est pas en train... Moi, je veux dire, quand je suis en France et que je dis à la France, arrêtez de nous dire que vous êtes allé en Libye parce que vous aimez les Libyens, arrêtez de nous dire que vous êtes allé au Mali parce que vous aimez les Maliens, arrêtez de nous dire que vous avez donné la Légion d'honneur à un prince arabe parce que tout à coup il était modéré, arrêtez de me dire comme Sarkozy qui vient me dire à moi que moi je suis un extrémiste, qui part en Arabie Saoudite et qui dit bonjour l'islam modéré. Je veux dire, c'est une hypocrisie terrible. Alors quand vous, de là où je suis, moi je veux être cet Européen-là. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que mes concitoyens admettent que quand je suis un Suisse critique, qu'on ne vienne pas dire « Ah, mais il est musulman ». Oui, c'est Freisinger qui m'a dit ça. « Ah, mais musulman ». Oui, c'est-à-dire trop musulman pour être bon Suisse. Et ça voudrait dire que pour être un bon Suisse, il faudrait qu'on soit des Suisses bénis oui-oui. Ce qu'on demande aujourd'hui à 80% des citoyens français d'origine algérienne, un citoyen français béni oui-oui. Ferme-la et accepte. Mais alors là, c'est la République qui est l'opium du peuple. C'est la République l'opium du peuple. Si on le dit au nom de la République, ferme-la. Là, je ne peux pas être d'accord avec ça. Bon, alors là, la République opium des peuples. Gabriel, est-ce que la République est l'opium des peuples? Nous entrons dans le vif du sujet. Effectivement, non mais sur la crise mondiale, les 3 millions de chômeurs en France officiels, longue durée, permanent, alors qu'en réalité il y en a le double si on ajoute les autres. Là-dessus, on va être d'accord. On va être même d'accord sur le fait que la guerre en Irak, la première, la deuxième, était stupidité. Moi, je me suis prononcé contre la première, contre la deuxième. Je suis tranquille. J'étais contre l'expédition en Libye. Je l'ai écrit. Et je vois que le résultat est pire après l'intervention franco-britannique avec des moyens logistiques américains que ce qu'elle était avant. Avant, Kadhafi faisait le boulot pour Frontex. Hein. Les gens qui voulaient migrer, il les arrêtait. On fermait les yeux, les Marocains font le même boulot d'ailleurs. On ne savait pas trop dans quelles conditions, c'était pas toujours avec une douceur irréprochable. Mais enfin, ils faisaient le boulot. Depuis qu'on a viré Kadhafi, ils passent ces types. Ils passent parce qu'il y a des passeurs qui les raquettent pour passer. Hein. Il n'y a plus la police de Kadhafi. Alors on a gagné vachement bien. En plus, on a fabriqué des djihadistes qui sont armés, qui vont se balader un coup en Syrie et un coup ailleurs. Donc c'est une opération totalement loupée. Non, moi ce que j'aimerais qu'on aborde, et c'est le cœur de ma divergence avec Tariq Ramadan, et c'est là-dessus que j'ai pris des notes sur son livre, c'est comment on passe du multiculturalisme, pour le dire en termes simples, du multiculturalisme culturel, ce qui a l'air d'être redondant, au multiculturalisme politique. Alors je vais m'expliquer en prenant différentes acceptions du multiculturalisme. Alors c'est très répandu le multiculturalisme, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Bon. Sauf que quand on regarde dans la pratique juridique et politique, il y a différentes conceptions du multiculturalisme. Il y a des pays qui, pour prendre deux pays voisins, les États-Unis et le Canada, les États-Unis ne se réclament pas du multiculturalisme, le Canada, oui. Et moi j'étais au Canada quand il y a eu un débat qui, pour le français que je suis, m'avait paru kafkaïen, c'était la question, est-ce que les Sikhs ont le droit de porter leur turban dans la police montée? Vous voyez ce que c'est que la police montée canadienne, le grand chapeau gris, là, par définition. Un gars de la police montée, ou une femme, il a ce chapeau-là. Grand débat dans le multiculturalisme, la Cour constitutionnelle tranche, oui, monsieur, vous voulez rentrer dans la police montée, vous gardez votre turban. Alors la question que je me pose, c'est si un uniforme n'est plus uni, qu'est-il? C'est-à-dire si le signe de l'autorité de l'État va jusqu'à dire que les agents de la puissance publique, alors maintenant les musulmans s'y sont mis, effectivement, au Canada, ils ont dit attendez, pourquoi les Sikhs et pas nous? Ah ben vous avez raison. Effectivement, si on le fait pour les Sikhs, on peut le faire pour les chrétiens, ils pourront se mettre une petite croix s'ils veulent, et les autres se mettront leurs attributs respectifs. Et là est la ligne de clivage pour moi entre le multiculturalisme culturel que j'approuve, c'est-à-dire chacun pratique son culte, chacun a ses rituels, chacun fait ses affaires comme il l'entend, et ça c'est la liberté de l'homme ou de la femme, mais la liberté du citoyen, et c'est là où Tariq Ramadan essaye de faire fusionner les deux, et ça, moi ça me pose un vrai problème, et je vais donner des citations à l'appui de ça, c'est qu'on passe dans le multiculturalisme politique, c'est-à-dire qu'une société devient une espèce de bazar multiconfessionnel. Vous avez le supermarché, vous avez le rayon cachère, le rayon halal, le rayon athée, et puis chacun se fournit là-dedans à sa façon.
Il n'y a plus de directrice, de ligne directrice qui permettent de fédérer tout ça. Alors, je vais dire à Tariq Ramadan que les choses qui m'ont fait bondir de mon fauteuil quand je l'ai lu, page 148, le prophète nous a enseigné que le monde entier est une mosquée. Alors, si le monde entier est une mosquée, qu'est-ce que font tous ceux qui ne sont pas musulmans là-dedans? Ils regardent passer les mouches, ils enlèvent leur babouche, ils sortent de la mosquée, ils attendent que ce soit un peu diversifié. Et alors, en dehors de cette formule qui est frappée fort, si j'ose dire, il explique, et c'est ça à mon avis le cœur de notre différence, il explique dans un passage que je vais lire mais qu'il a résumé de façon orale assez juste, mais ça ne m'étonne pas qu'il se cite avec justesse, mais le passage vaut quand même la peine d'être lu en détail. Il n'est plus question de s'intégrer, mais de contribuer et de se penser comme une valeur ajoutée pour l'avenir des sociétés occidentales. Je cite une partie. Les communautés musulmanes d'Occident, fidèles aux principes de l'islam, virgule, habillées, les principes, ça je trouve ça délicieux, et avec un certain humour de la part de Tariq Ramadan, les principes de l'islam habillés de culture européenne. Ça je trouve qu'il est assez fort pour dire ça. Les cultures habillées de culture européenne et américaine, il s'agit de s'intégrer, virgule, de faire sien tout ce que les hommes ont produit de bien, tant que nos concitoyens parlent de cette intégration des musulmans chez nous, alors que pour ces derniers, la question se pose différemment. Leurs principes universels leur enseignent que partout où les lois respectent leur intégrité, ils sont chez eux. Effectivement, si le monde est une mosquée, c'est encore plus facile. Il s'agit d'entamer un vrai dialogue d'égal à égal avec leurs concitoyens. Et Tariq Ramadan écrit « Nous savons que ces propos font peur et qu'ils ont un caractère nouveau et offensif. » Donc on est d'accord, Tariq Ramadan, au moins sur le constat que c'est là qu'on peut avoir un problème. C'est-à-dire que si je comprends bien votre conception de la laïcité, c'est de dire nous nous intégrons à une société dont nous faisons partie, puisque nous sommes là depuis longtemps, et c'est vrai d'ailleurs, parce qu'on dit que Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers, mais il y en a qui se sont installés dans le coin, et qui se sont mélangés dans la population, ça c'est connu. Pareil en Espagne, on dit qu'on les a mis dehors, mais enfin il y en a certains qui sont restés, ils sont convertis sous la contrainte, mais ils ne sont pas tous partis, pareil avec les Juifs d'ailleurs, donc revenons pas sur ces